Qui n'a jamais rêvé de parcourir l'univers à bord d'un vaisseau spatial et de découvrir de nouvelles planètes? Le problème pour nous, c'est que l'espace, c'est loin. Pour aller sur Mars, il nous faut 7 mois. Pour Pluton, il nous faut 10 ans. Et pour aller ne serait-ce qu'au système solaire le plus proche, il nous faudrait voyager 72 000 ans avec les technologies actuelles. Alors on peut se demander, est-ce que ces rêves de conquête sont réellement accessibles? Avec Nicolas Prantzos, astrophysicien et chercheur au CNRS, nous parlerons d'exploration spatiale, de ce qu'elle nous a porté et de à quoi on peut s'attendre pour l'avenir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et bon visionnage. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à tourner un petit peu leur tête vers l'espace, vers l'exploration spatiale. Là, ça fait quand même depuis quelques années, même si dans l'histoire des humains, c'est assez récent qu'on s'intéresse à l'exploration spatiale. Qu'est-ce que ça nous a apporté jusqu'à aujourd'hui, les différentes explorations qu'on a faites? Depuis le premier Spoutnik, Oui. qui a été lancé en 1957 jusqu'à aujourd'hui, ça nous a apporté énormément de choses. Alors, première catégorie des choses, c'est le fait qu'on a acquis des yeux tournés vers l'intérieur, vers notre Terre. Tous ces satellites, des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre à différents niveaux, à différentes orbites, que ce soit orbite basse, comme le télescope spatial ou la station internationale, en orbite moyenne ou en orbite plus éloignée, géosynchrone. Tous ces satellites sont des yeux qu'on utilise pour observer et sonder notre planète. Et ils sont énormément utiles. En fait, ce serait impossible d'imaginer notre civilisation technologique aujourd'hui sans ces satellites. Oui. La communication, Ouais. déjà, les GPS, le guidage des voitures, des avions, de tout ce qu'on veut. Quoi d'autre? La télédétection, tout, on observe tout sur Terre, la progression de la météo. Voilà, on peut imaginer énormément d'applications. Et il y en a de plus en plus. Internet, maintenant, ce qu'il veut faire Elon Musk avec ses satellites pour Internet. Mais aussi, applications militaires. Et oui, l'espionnage. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites avec les... Alors ça, c'est les yeux tournés vers l'espace intérieur. Et puis, il y a les yeux qu'on a tournés vers l'espace extérieur. Le télescope spatial, ce qu'on utilise pour l'exploration de l'univers lointain. L'information qu'on a sur l'univers vient surtout des ondes électromagnétiques dans tous les spectres qui va de radio au rayon gamma. Mais il y a une grosse partie de ce spectre électromagnétique ne parvient pas jusqu'à la surface de la Terre. Elle est absorbée par l'atmosphère de la Terre. Il y a très peu, la partie optique, bien sûr, on peut regarder sans problème à travers l'atmosphère. Mais l'ultraviolet, par exemple, non. Et heureusement d'ailleurs qu'il ne passe pas parce que quand la couche d'ozone commence à disparaître, on n'est pas très paniqué, c'est pas très bon. Heureusement donc. Les rayons X, les rayons gamma, tout ce qui est très énergétique, heureusement pour nous, ne traverse pas l'atmosphère, on est protégé. Et puis, une partie de l'infrarouge aussi ne passe pas à l'intérieur. Donc, pour toutes ces parties du spectre électromagnétique qui nous donnent énormément d'informations sur l'univers, on doit utiliser des satellites. Et ça nous aide énormément pour l'exploration de l'univers. Autre chose, grâce à ces satellites, à ces sondes qu'on a envoyées aux 4 coins du système solaire, on a pu visiter des coins, des endroits où on n'avait pas accès avant. Déjà, pour commencer, la face cachée de la Lune. On l'a vu pour la première fois grâce à la sonde soviétique de 1959. On a envoyé des sondes sur Mars, des sondes américaines qui sont posées à la surface de Mars, qui ont fait plein de mesures, qui ont même fait des petits forages et nous ont aidé à comprendre énormément des choses sur la géologie de la planète. Des sondes qu'on a envoyées autour de Jupiter, sur Titane aussi, pour exploiter la plus grosse satellite de Saturne. Donc, grâce à tous ces objets, on a augmenté nos connaissances à propos du système solaire.
Ouais, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant de passer ça en revue parce que dans l'imaginaire de certaines personnes, l'exploration spatiale, c'est, entre guillemets, un luxe qu'on on se donne, qui n'a pas forcément, beaucoup d'utilité en dehors, l'accomplissement en tant que tel. Alors que quand on prend le temps de réfléchir à tout ça, en fait, c'est presque un élément central dans ce qui fait, notre civilisation aujourd'hui, en fait. Parce que tout tourne autour de ce qu'on a réussi à faire grâce aux différentes applications autour de l'exploration spatiale. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Mmh. On ne le sent pas, ça nous paraît naturel aujourd'hui de décrocher notre téléphone et parler avec notre copain en Australie, Oui, oui. mais et d'apprendre de voir en direct les championnats du monde à l'autre bout du monde, mais ce n'était pas évident quand même. Ça, si, je pense que quand les Soviétiques ont envoyé dans l'espace les premiers Spoutnik, ils ne pouvaient pas imaginer tout ça. Peut-être qu'il y avait des gens qui l'avaient imaginé quand même déjà à l'époque. Vous savez que l'orbite géosynchrone, c'est-à-dire celle qui se trouve à 36 000 km de la Terre, et quand on envoie un objet là, elle tourne autour de la Terre avec une période de 24 heures, avec la même période que la Terre tourne autour de son axe. Ça veut dire que cet objet peut toujours rester au-dessus du même point de la Terre. Et on l'appelle ça orbite géosynchrone. Si elle est au niveau de l'équateur, pas au niveau des pôles, mais si elle tourne autour de l'équateur. Et depuis, je crois, 1947-48, l'auteur de science-fiction britannique Arthur Clarke avait compris que cette orbite était très intéressante parce que on pouvait, en installant quelques satellites, 3 satellites, on pouvait voir toute la Terre. On pouvait l'utiliser pour les télécommunications, par exemple. Parce qu'avant Sputnik, par exemple, qui était à 100 km de la Terre, faisait un tour autour de la Terre à 90 minutes. Ça tourne beaucoup plus vite quand il est bas. Ouais. Et le télescope spatial à 400 km, c'est pareil à peu près. Donc là, si vous envoyez un satellite là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se balade autour de la Terre, mais il ne reste pas au-dessus du même point pour envoyer des messages, des signaux. Et vous avez besoin d'un réseau de satellites si vous voulez couvrir toute la surface de la Terre. En revanche, à l'orbite géostationnaire, c'est beaucoup plus facile. Avec 3 satellites, vous couvrez toute la surface de la Terre et c'est très, très important. Donc, il y a des gens qui avaient imaginé quelques applications, effectivement. Mais toute la richesse, toute la palette d'applications qu'on vient de voir, et encore, il doit y en avoir plein d'autres, je ne pense pas que quelqu'un pouvait l'imaginer à l'époque. C'est pas faux. Effectivement, et d'ailleurs, là aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui voient même encore plus loin, qui pensent même à l'exploration interstellaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de le faire ou est-ce qu'on a des limitations pour aller sur d'autres systèmes solaires que le nôtre? Ça dépend. Bon, déjà, ce qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici, c'était le fait qu'en plus de satellites et des sondes, on a envoyé aussi des astronautes sur la Lune. Oui. Et maintenant dans la Station spatiale internationale. Et, alors, pour les étoiles sont loin, très loin. Ouais. C'est difficile d'imaginer combien ils sont loin. La Lune se trouve à une distance de 400 000 km de la Terre, en gros. Ça fait 10 fois la taille de l'équateur. OK. Et un voyage vers la Lune, ça prend 2 jours, 3 jours maximum, si on veut envoyer quelqu'un ou une sonde, des humains sur la Lune. Mars se trouve beaucoup plus loin. En fait, le système solaire, pour donner une idée de la taille du système solaire, la dernière planète, c'est Neptune. Neptune se trouve 10 000 fois plus loin que la Lune. C'est au lieu de 2-3 jours, avec les moyens actuels, on a besoin de 10-15 ans pour aller sur Neptune. 10-15 ans? Oui, pour aller sur Neptune. OK. Une dizaine d'années pour aller vers Saturne, par exemple. On a envoyé des sondes. Neptune, c'est plus loin. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, qui sont essentiellement de combustibles chimiques, c'est-à-dire que c'est des réactions chimiques qu'on utilise. Alors maintenant, l'étoile la plus proche, qui est Proxima de Centaure, à une distance de 4 années-lumière, 4, quelque chose, se trouve 10 000 fois plus loin que Neptune encore. Donc 100 millions de fois plus loin que la Lune. Alors, avec les moyens actuels, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça nous donne une idée. En fait, l'objet le plus rapide macroscopique, l'objet macroscopique le plus rapide que l'homme a jamais construit, c'est les sondes Voyager qui ont été lancées par les Américains dans les années 70 pour faire un tour du système solaire externe, c'est-à-dire les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et une fois leur mission terminée, ils ont continué sur leur lancée sans avoir un objectif précis. Voilà, vous ne pouvez pas les freiner, il n'y a
On n'avait pas intérêt à les freiner. Ils sont sur les lancers. Et après une trentaine d'années, ils sont arrivés à ce qu'on appelle l'héliopause, c'est-à-dire la limite de notre système solaire, là où le vent du Soleil, c'est-à-dire ces flots de particules qui émanent du Soleil, rencontrent vraiment les milieux interstellaires, qui se trouvent à 100 unités astronomiques, c'est-à-dire 100 fois la distance Terre-Soleil. Et pour faire ça, ils ont eu une vitesse de 72 000 km par heure en moyenne. 72 000 km. Ouais. C'est l'objet le plus rapide qu'on a jamais construit, macroscopique. Pas microscopique, on accélère les particules dans nos accélérateurs, mais ça, ça n'a aucune importance. Donc, si ces sondes continuent et s'ils allaient dans la direction de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche, ils rencontreraient cette étoile dans 60 000 années, dans le futur. Donc voilà, le mieux qu'on peut faire aujourd'hui pour atteindre les étoiles proches avec les moyens de ce genre, les réactions chimiques, c'est, voilà, c'est-à-dire on ne peut pas, on peut le dire. Il faut donc, si on veut atteindre les étoiles, imaginer d'autres moyens. Parmi ces autres moyens, j'entends de plus en plus parler de propulsion nucléaire. En quoi ça consiste concrètement ? La propulsion nucléaire, c'est simplement d'utiliser l'énergie nucléaire et non pas l'énergie chimique pour la propulsion de nos vaisseaux. L'énergie nucléaire, on sait ce que c'est. On l'a utilisée jusqu'ici pour faire des bombes, les bombes de Hiroshima, malheureusement, et de Nagasaki. On l'a utilisée pour faire des réacteurs nucléaires, des réacteurs qui fournissent la plus grosse partie de l'électricité en France. Et on l'a utilisée aussi pour faire des bombes thermonucléaires. Quelle est la différence entre les bombes atomiques, comme on les dit, et thermonucléaires ? C'est-à-dire, le premier utilise l'énergie de la fission des noyaux lourds. Il y a des noyaux très très lourds, beaucoup plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium, comme les noyaux de l'uranium. Et on les casse, ces noyaux, et quand on les casse, on récupère une certaine énergie. Ça, c'est l'énergie de la fission nucléaire. Et il y a aussi l'énergie de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire ou thermonucléaire, parce que on l'appelle thermonucléaire parce que ça nécessite beaucoup de chaleur au départ pour que ces réactions aient lieu. C'est ce qui se passe dans les cœurs des étoiles, comme le Soleil. Et ces réactions thermonucléaires, pour l'instant, on n'est pas parvenu à les maîtriser. On a construit des bombes thermonucléaires, on a fait des tests avec ces bombes. Heureusement, elles ne sont pas tombées pour l'instant dans des régions habitées. Mais on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas cette fusion thermonucléaire. Et l'espoir, c'est ce qui se fait actuellement dans le cas d'Arras, dans le sud de la France, avec les réacteurs autour duquel se trouvent toutes les grandes puissances, la France, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon. Les Chinois ne sont pas dedans. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On espère, parce que la fusion thermonucléaire peut effectivement libérer plus d'énergie que la fission, et il n'a pas les problèmes de la fusion nucléaire avec les déchets radioactifs, etc. Alors, sur base de ça maintenant, oui, pour donner une idée, les réactions chimiques libèrent, on sait depuis Einstein que la transformation de masse en énergie, quand vous pouvez avec peu de masse produire une grande quantité d'énergie. Les réactions chimiques transforment en énergie une toute petite proportion de la masse. Quand vous faites brûler du charbon, 1/10 milliardième de la masse du charbon se transforme en énergie. C'est tellement faible qu'on ne se rend pas compte qu'il a disparu, une quantité de masse. Quand vous transformez par des réactions nucléaires, par la fission de l'uranium en énergie, il y a moins d'1 millième de la masse de l'uranium qui se transforme en énergie. Les réactions thermonucléaires maintenant, de fusion thermonucléaire, transforment presque 1/100 de la masse en énergie. Ils sont les plus efficaces, si vous voulez. Ils sont 10 fois plus efficaces, en gros, que les réactions de fission. Et c'est pour ça qu'on espère qu'on pourrait effectivement utiliser ces réactions pour aller plus vite. Malheureusement, il faudrait, avec la fission, il faudrait des milliers de tonnes de combustible, de l'uranium, pour aller vers les étoiles proches. Et on n'a pas résolu le problème parce que vous savez que quand vous avez un réacteur à l'uranium, par exemple, on les construit toujours, ces réacteurs,
près des endroits où il y a de l'eau, près des fleuves, près de la mer, comme c'est passé à Fukushima, où il y a eu les tsunamis. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'eau pour refroidir les réacteurs. Il fait très chaud. Et si on le laisse opérer comme ça, ben, ça va à un moment, les parois vont fondre du réacteur. C'est pour ça qu'on a besoin de l'eau pour amener la chaleur. Et d'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler de ça, le fait que le climat se réchauffe et que la température des fleuves monte, ça pose un problème au fonctionnement des réacteurs nucléaires. Parce que pour évacuer la chaleur, il faut un milieu de température aussi faible que possible. Sinon, si vous avez un milieu où la température est à peu près plus proche de l'endroit chaud, l'évacuation ne se fait pas si vite, c'est pas facile. Donc, sur Terre, on peut effectivement utiliser l'eau parce qu'il est abondant. Mais dans l'espace, si on a des réactions à fission, ce n'est pas aussi évident de le faire. On a des petits réacteurs. Ça, oui, on peut y libérer très doucement l'énergie par radioactivité et on peut les utiliser pour des missions au sein du système solaire, mais pas pour des voyages interstellaires pour l'instant. Et quant aux réactions de fusion thermonucléaire, il y a eu des gens qui ont pensé, même avant qu'on ne maîtrise les réactions thermonucléaires, on pourrait utiliser de petites explosions pour envoyer un vaisseau vers les étoiles proches. Dans les années 50 déjà, Freeman Dyson, un grand physicien de Princeton, de l'université, il a imaginé qu'on pouvait utiliser des bombes thermonucléaires pour pousser avec des explosions régulières, une explosion de faible puissance toutes les minutes ou quelques minutes. Les projectiles tomberaient sur une plaque métallique qui absorberait les chocs, qui transmettrait les mouvements au vaisseau. Et comme ça, en épuisant tous les arsenaux nucléaires de l'époque, on pourrait peut-être amener un vaisseau non équipé vers l'étoile la plus proche. Et, bon, c'est plutôt... Dyson avait dit que c'était le meilleur moyen pour qu'on se débarrasse des arsenaux nucléaires. Oui. Mais je ne pense pas que le système aurait marché, même si c'était un physicien génial. Je ne pense pas que ça aurait marché. Alors maintenant, le projet le plus abouti sur le papier, c'est le projet Daedalus de la Société interplanétaire britannique des années 70, où ils ont imaginé un vaisseau avec de mini-explosions nucléaires. En général, quand on parle de la fusion thermonucléaire, on a en tête ce qui se passe un peu au cas d'arrache, c'est-à-dire on essaye de confiner le plasma à des températures très élevées, mais de le mettre dans un réacteur, le plasma. Et là, la difficulté, c'est qu'il faut utiliser des champs magnétiques énormes pour le confiner, et ce n'est pas facile. Il y a un deuxième moyen, cette technique-là s'appelle le tokamak, ça a été inventé par les soviétiques. Tokamak, c'est un mot russe. Les Américains ont imaginé une autre méthode, c'est-à-dire comprimer le plasma, le mettre à des températures et densités grandes, mais en lui projetant par des directions opposées des faisceaux de particules. C'est ce qu'on appelle confinement inertiel. Si les faisceaux de particules arrivent de toutes les directions exactement au même moment, bon, le plasma ne peut que se comprimer. Et c'est ça l'idée. Donc sa température va monter, sa densité va monter, et il va arriver au point de fusion. Et le plasma, c'est de pastilles de deutérium, en fait. Ce serait des pastilles de deutérium qui fusionnent très facilement. Le deutérium, c'est l'isotope lourd de l'hydrogène. Et donc, le projet de la Société interplanétaire britannique, c'était un vaisseau qui transporterait une quantité énorme de deutérium, dans les 30 000 tonnes de deutérium, et qui aurait sur les parois externes des canons de particules qui seraient dirigés tous vers le centre, et là on lancerait des pastilles de deutérium et qui fusionneraient, qui dégageraient pas mal d'énergie, et comme ça ils pourraient aller. La mission, c'était une mission de 40 ans autour d'une étoile proche de Epsilon Eridani à 6 années-lumière. Donc 40 ans pour atteindre, il fallait atteindre 10 ou 12% de la vitesse de la lumière quand même. Oui. 30 000 km par seconde. Et donc, dans une quarantaine d'années, il pourrait arriver autour de l'étoile. Pas autour, parce qu'en réalité, il aurait atteint, avec cette vitesse-là, il serait impossible de freiner. Quand vous lancez quelque chose dans l'espace, il ne s'arrête jamais. Oui.
C'est pas comme sur Terre où il s'arrête parce qu'il y a les frottements. Dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Mais cette mission, c'était sans équipage. Donc voilà, ce serait une sonde avec comme seule mission de photographier, d'analyser pendant les quelques heures qu'il lui prendrait pour traverser les... Parce qu'à cette vitesse-là, 1/10 de la vitesse de la lumière, vous avez traversé le système en quelques heures. Et donc pendant ces quelques heures, l'idée serait de prendre des photos, d'analyser les spectres de tous les objets autour de cette étoile et transmettre les informations sur Terre. Et il mettrait encore 6 ans pour arriver jusqu'à nous. 6 années-lumière plus 40, à bout de 46 ans. C'était une mission qui pourrait être intéressante. Par exemple, la mission Voyager. Oui. Ils ont été lancés, on l'a dit, dans les années 70, mais ils ont traversé l'héliopause au début des années 2000, 30 ans plus tard. Juste, l'héliopause, c'est quoi? C'est la limite de l'héliosphère. Héliosphère, on appelle la région autour du Soleil qui est à l'intérieur de laquelle domine, on pense que c'est du vide, mais ce n'est pas tout à fait vide, domine le vent solaire. Le vent solaire, c'est un flot de particules qui émanent de notre étoile et qui se dispersent dans les milieux interplanétaires, entre les planètes. Et à un moment, comme avec le carré de la distance, elle se dilue, à un moment, il arrive où sa pression est plus faible que là. Ces flots de particules repoussent le gaz interstellaire. Il crée une cavité autour du Soleil. Le gaz qu'on voit entre les étoiles, il n'existe pas dans notre système planétaire, il est repoussé par les vents solaires. Mais à un moment, bon, on atteint cette limite, et cette limite s'appelle l'héliopause. C'est la limite du système solaire, d'une certaine manière. Donc, pour revenir un petit peu sur les différents moyens de propulsion, donc effectivement, on pourrait atteindre 10% de la vitesse de la lumière, mais qu'est-ce que ça impliquerait en termes de dilatation temporelle? Parce que du coup, j'ai cru comprendre que la vitesse avait aussi un impact sur l'écoulement du temps. Ça pourrait être quoi les répercussions si jamais on utilisait ces technologies pour voyager? Avec cette technologie qu'on vient de dire, c'est-à-dire les réactions de fusion thermonucléaire, ça n'aura aucun impact. Parce que ce phénomène que vous venez de mentionner, c'est-à-dire la dilatation du temps, quand on va vite, ça se manifeste quand on va vraiment très vite. Ça se manifeste, bien sûr, ça se manifeste aussi à n'importe quelle vitesse. Mais c'est totalement négligeable. Mais vraiment totalement négligeable quand la vitesse est faible. Il faut aller vraiment très vite, et par cela on entend proche de la vitesse de la lumière, plus que la moitié au moins, plus que 70% de la vitesse de la lumière, et encore mieux si vous allez à 90% de la lumière, de la vitesse de la lumière, où là, vous commencez à avoir des effets intéressants. C'est pour dire qu'on divise le temps par 2, par 3, par 5, etc. Mais sinon, non, jusqu'à la moitié de la vitesse de la lumière, ce qui est énorme. On peut pas imaginer. Les effets sont pas très importants. D'accord. Il y a une étude qui a été bon, on peut le faire facilement, n'importe quel étudiant peut le faire, mais l'astronome, vous connaissez probablement de nom, l'astronome américain Carl Sagan, dans les années, qui était un grand astronome, mais aussi un grand vulgarisateur de l'astronomie. Et dans les années 60, il a évalué l'effet de la dilatation du temps avec un vaisseau qui serait capable d'accélérer tout le temps. Pas seulement d'aller vite à une certaine vitesse, non, d'augmenter tout le temps sa vitesse. Ce qui veut dire d'aller progressivement, de passer de la moitié à 9/10, à 99 centièmes, 9,999 centièmes de la vitesse de la lumière. Et alors, c'est intéressant quand même les chiffres qui sortent de ça, c'est qu'imaginez que vous commencez depuis la Terre, et avec une accélération constante égale à l'accélération sur Terre. Vous savez, sur Terre, on a une accélération qu'on appelle un G. Le G, c'est en gros 10 mètres par seconde carré. C'est-à-dire, si vous tombez d'une hauteur de 10 mètres, voilà, vous avez dans une seconde, voilà 10 mètres par seconde. Si vous avez un vaisseau capable d'accélérer avec cette accélération, ça veut dire que si vos pieds sont sur l'arrière du vaisseau, vous serez toujours poussé vous sentirez l'accélération sur Terre. Okay. Vous aurez votre poids sur Terre. Mais vous allez toujours accélérer comme ça, ce qui veut dire que votre vitesse va augmenter. Alors, dans 10 ans, on arrive au système stellaire des Pléiades qui se trouve à 700 années-lumière. 10 ans,
dans notre propre repère. Donc pour nous, ce sera 10 ans qui seront passés. Mais sur Terre, ce sera 700 ans, 7 siècles. Dans 20 ans, donc vous doublez ça, vous arrivez au centre de la galaxie, qui est à 30 000 années-lumière. Et dans 45 ans, vous arrivez au bout de l'univers. Non, mais ça veut dire que vous êtes capable d'accélérer. C'est-à-dire de rapprocher à 99,99999% de la vitesse de la lumière. Et pour cela, ben non, il vous faut une source d'énergie qui vous n'avez pas. Oui. Ça, c'est seulement sur le papier. D'accord. Mais c'est intéressant, ça vous donne une idée quand même de ce qu'on peut obtenir avec cette dilatation du temps. Mais pas dans la pratique, sur le papier. Oui, parce que du coup, je suppose que pour aller à cette vitesse-là, il faudrait une énergie presque infinie. Voilà, c'est le mot. Oui. D'accord, mais du coup, en 45 ans, on pourrait aller au bout de l'univers. L'univers observable, voilà, quelques dizaines de milliards d'années-lumière. Non, mais ça, c'est un exercice théorique. Oui. Ça n'a pas un intérêt pratique. Mais parce qu'on parle souvent de la dilatation du temps, voilà. Ça, c'est un exemple extrême qui vous montre ce qui peut être obtenu sur le papier. Mais non dans la pratique. La réalité, c'est qu'on n'a aucun système qu'on peut imaginer, même sur le papier, qui peut nous amener au-delà de la moitié de la vitesse de la lumière. Donc, ces effets de dilatation de temps, pour l'instant, on ne peut pas imaginer un système qui pourrait les réaliser dans la pratique. Du coup, par rapport à ces voyages stellaires, donc on en a parlé aussi un petit peu au début de l'entretien, comme quoi il y a énormément de gaz latents un petit peu partout dans l'univers qui ne sont pas forcément encore consommés par toutes les étoiles. J'ai vu qu'il y avait aussi des personnes qui pensent que ce gaz-là latent, on peut le récupérer au fur et à mesure pour s'en servir comme carburant pour un système de propulsion. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est sérieusement étudié ou c'est plus proche de la science-fiction? C'est une chose qui a été sérieusement étudiée, Ouais. qui pour l'instant il est plus proche de la science-fiction. D'accord. Okay. Mais c'est intéressant quand même. Parce que sur le papier, toujours, c'est le seul système qu'on peut imaginer qui peut réaliser ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire obtenir une accélération constante. Alors, comment ça marche? Déjà, ce gaz, un des gros problèmes des voyages interstellaires, c'est comment obtenir toute l'énergie nécessaire et par quel combustible. Si vous comptez le faire en embarquant sur le vaisseau tous les combustibles nécessaires, non, il vous faut des quantités énormes. Et d'ailleurs, vous allez les brûler au début du voyage et après, il ne restera plus rien. Et c'est plus intéressant parce qu'après, vous avez moins du poids pour continuer, voilà, pour accélérer. Mais comme ça, vous ne pouvez pas accélérer tout le temps. Alors, l'idée, c'est de collecter les combustibles en route. En route, il n'y a pas de pompe à essence, bien sûr, dans l'espace, mais il y a ce gaz dont vous venez de parler. Si on arrive à récupérer ce gaz, ça veut dire qu'on a une source d'énergie qui nous permet d'aller un peu plus vite. Mais si on va plus vite, on peut collecter plus de gaz à l'unité du temps. C'est un peu comme quand vous courez sous la pluie. Plus vous courez vite, plus vous récupérez des gouttes de pluie. Et donc, c'est ça l'idée. Ce système s'appelle un ramjet. En fait, c'était imaginé dans les années 1960 par un ingénieur américain, Roger Bussard. Et ça a été devenu d'un jour à l'autre un succès qui a alimenté l'imagination des auteurs de science-fiction, parce que ça permet d'accélérer et profiter de la dilatation du temps qu'on vient de mentionner. Mais dans la pratique, quels seraient les besoins d'un tel système? On peut faire un calcul parce qu'on connaît quelle est la densité des milieux interstellaires. Ça fait environ 1 particule par centimètre cube. Ce n'est pas énorme. Quand on regarde autour de nous dans l'atmosphère, il y a 10 puissance 24 ou 21 particules par centimètre cube. 10 puissance 20. Donc il y a 20 ordres de grandeur de différence. C'est très très rarifié les milieux interstellaires. Ce qui fait que pour collecter une quantité intéressante de gaz, d'hydrogène, pour alimenter nos moteurs de fusion thermonucléaire, il faudra une grande surface collectrice. Mais ça ne peut pas être une surface collectrice matérielle. Ça peut être un champ magnétique. Il faut déployer un champ magnétique de quelle dimension? Mais à peu près de la taille de la Terre. Il faut imaginer un vaisseau qui fait quelques centaines de mètres ou 1 kilomètre, mais qui est capable de déployer un champ magnétique
de la taille de la Terre, de 6000 km environ de diamètre, pour collecter sur une telle surface tous les gaz qui se trouvent et les ramener dans son moteur. Déjà. Et non seulement ça, mais pour que les champs magnétiques puissent collecter quelque chose, comme vous le savez, les champs magnétiques agissent seulement sur des particules chargées électriquement. Ah oui, les champs magnétiques, si la particule n'est pas chargée, elle ne perd pas. Il faut que les particules qu'on veut collecter soient chargées électriquement. Mais le gaz interstellaire n'est pas chargé, c'est des atomes d'hydrogène. Donc, préalablement, il faut que devant les vaisseaux, il y a des faisceaux laser qui ionisent le gaz, et comme ça, on arrive à les collecter. Voilà. Alors, bon, dire pourquoi pas, sur le papier, parce qu'on essaye d'abord de faire toutes les hypothèses, mettre toutes les hypothèses de notre côté pour voir si ça peut, s'il y a un espoir. Effectivement, si vous faites ceci et ceci et ceci et ceci, voilà, vous obtenez ces résultats. Et donc, dans les années 60, ça semblait marcher. C'est très intéressant si on était capable de faire ça. Et ça a été beaucoup utilisé par des auteurs de science-fiction. Mais par la suite, quand on s'est mis à l'étudier de plus près, il y a eu des gens, parce que vous avez demandé est-ce que ça a été étudié, oui, ça a été étudié beaucoup. Et il y a eu des gens qui se sont rendus compte que, oui, d'accord, mais quand vous allez vite et vous collectez quelque chose qui ne va pas vite, qui est immobile, mais vous prenez tout dans la gueule. Ah oui. Ah bah oui, c'est normal. C'est comme si je courais avec un immense parachute. Oui, voilà, vous prenez tout dans la gueule parce que vous êtes obligé, ce gaz qui arrive vers vous dans votre repère à une très grande vitesse, vous êtes obligé de l'arrêter pour le faire fusionner. Parce que sinon, si ça passe par le il ne pourra pas fusionner. Et donc, donc ça, ce serait plutôt un frein, ce gaz. Quand il arrivera. Donc, il y en a beaucoup qui se sont dit, mais ce serait un excellent frein si on veut arrêter. Vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure? On ne peut pas freiner, on n'a pas de combustible. Ils ont dit, oui, ça, on peut l'utiliser, mais comme frein, plutôt que comme pour accélérer. Donc, ce n'est pas une idée simple. Et sur le papier, même sur le papier aujourd'hui, on n'a pas des idées pour aller assez vite pour cela.